ou plutôt bonsoir, chers parents. Bienvenue à ce rendez-vous éclairant. Ce soir, je reçois Caroline Dupré, qui est inspiratrice de connexion humaine et qui est fondatrice de Dialogo Communiquer en relation. Donc, c'est une spécialiste du point de vue de la communication bienveillante et ça lui fera plaisir, je crois, de nous partager toutes ces belles connaissances relativement à la communication bienveillante ce soir. Merci beaucoup, Caroline, d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci de m'avoir invitée, Laurie. Je suis vraiment contente d'être là pour live Facebook, puis partager en toute humilité, puis avec vraiment le goût de contribuer quelques pistes, des trucs, des bases sur qu'est-ce qui fait que la communication devient plus bienveillante ou qu'est-ce qui fait en sorte que, au fond, qu'il y a plus d'empathie, qu'il y a plus de connexion dans les relations. Surtout avec les enfants, étant donné que ce seront probablement des parents qui vont écouter ce live, mais sachez que ça s'applique vraiment à toutes les relations. Exactement. Puis ce qui est incroyable dans les rendez-vous éclairants, c'est que la plupart des thèmes qui sont abordés peuvent être appliqués dans toutes les sphères de notre vie puis nous faire du bien. Donc, pourquoi pas? Donc, si vous n'êtes pas parent et que vous tombez par hasard sur ma page, sur cette information-ci, restez avec nous, échangez avec nous. Ça va nous faire plaisir justement de pouvoir interagir avec vous ce soir. Ça se veut interactif. Donc, d'ailleurs, je suis curieuse de savoir qui nous écoute ce soir. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, des petits pouces pour que je vous vois passer, à nous saluer aussi en commentaire. Et si toutefois vous nous regardez en rediffusion ou vous regardez l'enregistrement, mettez-moi un petit hashtag replay pour que je sache à quel moment je suis en mesure de vous joindre. Et n'hésitez pas à reposer des questions par la suite. Là, ça nous fera plaisir de poursuivre la conversation après ce live-ci. Alors, avant de débuter, je vais prendre le temps de me présenter si justement vous tombez sur ma page par hasard et que vous ne savez pas qui je suis. Donc, je suis Laurie Boisvert, coach familial. Je suis bachelière en psychoéducation et je suis la fondatrice de coaching familial à Lanterne. Donc, au quotidien, j'accompagne les familles qui sont en recherche de solutions à simplifier leur vie, s'assurer de mettre des trucs en place pour alléger, simplifier leur quotidien. Et tout en misant évidemment sur la reconnexion avec leurs enfants, s'assurer d'avoir un meilleur lien possible pour favoriser la collaboration, la bonne entente entre chacun. Donc, mon équipe et moi, nous accompagnons les familles, que ce soit à domicile, à distance, via des formations webinaires, des ateliers, et on soutient également les intervenants qui travaillent auprès des enfants de 0-12 ans. Je ferme la parenthèse et je reviens à toi, Caroline. Dans une famille, généralement, ce qu'on souhaite en tant que parent lorsqu'on fonde notre famille, c'est évidemment de favoriser l'harmonie, d'avoir une famille qui coopère, d'avoir que les gens ont de la compassion de l'un à l'autre, évidemment, faire preuve d'empathie envers nos enfants. On veut rester le plus calme possible, même s'il y a des petits conflits. Donc ça, c'est le rêve, l'idéal de chaque parent, je pense. Sinon, dites-moi si je me trompe, chers parents. À un moment donné, quand on arrive dans la réalité, des fois, quand on vit des petits conflits, quand ce sont des conflits qui sont répétés, à un moment donné, ça peut être un peu plus complexe pour nous à gérer. Toi, tu vois ça comment, justement, la vie de parent versus l'idéal de communication bienveillante? En fait, comment je vois ça, moi, être en relation, je trouve que c'est quelque chose de mystérieux. Je trouve que c'est un art, puis que c'est un processus qui se développe au quotidien. C'est pas quelque chose que nous avons appris. Je dis nous, là, j'inclus tout le monde qui écoute le live, en live ou en rediffusion. Est-ce que ceux qui écoutent le live présentement ou la vidéo, avez-vous appris à identifier vos émotions, à identifier vos besoins, peut-être plus ceux des autres? Mais pour ma part, dans mon éducation, j'ai pas appris ça. Identifier mes sentiments puis mes besoins, puis les exprimer encore moins. Fait que la pratique d'authenticité, c'est un choix que j'ai fait en apprenant un jour à la fois comment vivre cette empathie-là avec moi-même en premier. Chose que je n'avais pas appris dans mon éducation, pas par
par manque de bienveillance de la part de ceux qui ont été mes parents, ma famille, ni parce que au niveau de l'éducation, les enseignants qui ont fait partie de mon parcours étaient mal intentionnés. Au contraire, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu. Donc, comment moi je vois ça? L'art d'être en relation, je vois ça comme un processus d'apprentissage rempli d'essais-erreurs. Puis en tant que parent, non seulement c'est au quotidien, mais c'est parfois à chaque minute, à chaque heure. Puis il y a des heures de pointe où ce que donner de l'empathie aux autres, ça demande d'être musclé. Ça demande d'être musclé. Puis pour être musclé au niveau de l'empathie, ben, c'est quelque chose qui se développe au quotidien. Puis c'est vraiment d'abord un processus que j'ai fait pour moi dans mon parcours de mère. Puis je vais juste prendre une minute pour, dans le fond, nommer que moi, je suis mère depuis 18 ans maintenant. J'ai 3 jeunes qui ont 18, 16 et bientôt 14 ans. Puis ça fait en sorte que j'ai appris. Je me suis trompée. J'ai recommencé, je me suis relevée, je me suis donné la permission de faire des prises d'eux parce que j'avais pas tant de repères autour de moi. Je ne sais pas pour vous. J'avais pas tant de repères autour de moi de parents qui communiquaient avec bienveillance, qui communiquaient avec empathie. En fait, pour aller vers ces valeurs-là, j'ai cherché. Je me suis écoutée parce que j'ai découvert que c'était important pour moi. Puis, je me suis tournée vers des ressources pour m'inspirer, pour trouver des nouveaux modèles, des nouveaux repères, puis pour apprendre à communiquer autrement. Et ça, est-ce que c'est venu avec la maternité en soi? Oui, c'est devenu avec la maternité, en fait, quand ma fille est née. Mon fils aîné avait 2 ans. Puis c'est là que je me suis rendu compte que les réactions, les siennes et les miennes, ne me permettaient pas de vivre de l'harmonie, ne me permettaient pas de tenir mes promesses. Parce que je m'étais promis, je disais, ah, moi, je ne ferais pas ça, là, crier, puis je ne ferais pas ça, moi. Non, non. Je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais ça en moi. J'avais déjà appris à réagir. Ouais. Ça, je le savais, là. Comme ça, je n'avais même pas besoin d'y penser comment faire. Puis je me suis rendu compte que faire autrement, ça, j'ai eu besoin d'apprentissage. Donc, ça a commencé là, mon parcours, il y a environ 16 ans, où j'ai choisi de démarrer avec ma nouvelle boîte à outils. Oui. Puis, tu es allée te former, j'imagine, au niveau de la communication bienveillante et tu as choisi d'en faire un métier éventuellement. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix-là? Ce qui m'a mené à faire le choix d'apprendre, en fait, c'est parce que je voulais vivre mes valeurs de paix, d'harmonie, puis contribuer à mieux me comprendre, puis à mieux comprendre mes enfants au niveau des émotions, parce que ça, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était mystérieux pour moi. C'était quelque chose de nouveau. Puis que je suis une personne curieuse, j'ai eu le goût d'apprendre, de découvrir, puis dans le fond, ça m'a mené vers différents apprentissages. Puis, entre autres, là, j'ai étudié la communication non violente pendant 5 ans. Puis, c'est à ce moment-là que j'ai découvert les outils que je vais partager ce soir avec vous. Donc, la communication non violente, dont je suis certifiée depuis 2017, c'est un processus que j'ai appris pour me permettre au-delà de développer des outils, mais de développer des compétences puis une manière d'être en relation. On a Marie-Ève Dion qui est là. Bonjour Marie-Ève, qui dit justement que c'est grâce à toi, Caroline, qu'elle est devenue une maman bienveillante pour ses garçons. Merci Marie-Ève, ça me fait plaisir de savoir que tu es là et que tu nous écoutes. Puis, tu m'amènes justement à mettre la table justement sur les bases. C'est quoi ça, la communication bienveillante? C'est quoi les attitudes qu'on devrait mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui font en sorte qu'on fait de la bienveillance ou de la communication bienveillante? Alors, au-delà de faire, être. Puis pour permettre d'être, pratiquer.
pratiquer, pratiquer et se donner le droit de se tromper. Ce qui a fait toute la différence pour moi dans ces apprentissages de base, ça a été de découvrir l'auto-empathie en tant que parent. Puis là, peut-être que j'avance un peu plus sur les questions que tu avais le goût de me poser tout à l'heure, Laurie, mais j'ai tellement le goût de commencer par ça parce que comment est-ce que je peux identifier les émotions de mon enfant si les miennes, celles que je vis, j'ai de la difficulté à mettre des mots dessus? Tellement. Parce que je ne l'ai pas appris dans ma famille, dans mon éducation. Donc, me permettre d'être curieuse puis de faire comme « Ah, OK, je vis quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. » Puis je me permets de ressentir, même si c'est inconfortable, même si c'est nouveau pour moi. Donc, plus que je muscle ma capacité d'empathie envers moi-même, que je me rends compte que là, mon sang bouille, hein, ma température corporelle augmente, j'ai mes symptômes physiques ou mes sensations physiques qui vont être là, comme mon cœur qui débat, mes joues qui chauffent, je sens que ma mâchoire est tendue puis qu'ici, dans mon cou, c'est raide. Ah, mais peut-être que je vis une émotion comme tendue, irritée, frustrée, en colère. C'est peut-être ces mots-là, peut-être pour vous, c'est d'autres mots, mais dans le fond, les sensations physiques dans mon corps, lorsque je fais le choix d'être curieuse puis d'en prendre conscience, de mettre des mots dessus, ça peut me guider vers plus de connexion envers moi-même. Développer cette connexion-là avec moi-même, être en lien avec moi-même, en prenant responsabilité de mes émotions. Mes émotions, j'en suis responsable. Et lorsque je mets des mots sur mes sentiments, c'est une opportunité pour moi de vivre de l'empathie et d'être curieuse pour voir c'est quels besoins qui sont insatisfaits présentement, qui font en sorte que j'ai des émotions comme la colère qui monte, qui bouillonne. Puis, ça arrive aussi d'avoir plus qu'une émotion en même temps. Alors, quand je parle de l'importance de se muscler, c'est pour être curieuse, curieux, de voir, on dirait que je vis plus qu'une émotion. C'est ça le mystère de l'être humain. Puis, lorsqu'il y a des parents qui ont un enfant ou plus d'un enfant, ça se peut qu'aussi les enfants vivent une ou plusieurs émotions en même temps. Donc, pratiquer l'auto-empathie, la connexion avec soi-même, ressentir. Puis me demander, même si je ne le sais pas, quels besoins ne sont pas nourris présentement que je pourrais nourrir, même si vous aimeriez ça que vos enfants fassent quelque chose de différent. Je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'ai des préférences. Vraiment. J'ai vraiment des préférences. Puis en même temps, moi, est-ce que je peux répondre à ces besoins-là? Je vous donne un exemple. Je me suis rendu compte que lorsque je prenais le temps de faire un souper avec une salade, puis des légumes, puis un bon repas là, avec quelque chose de nourrissant, plein de soins, puis du temps, puis qu'après, quand je m'installais pour souper, puis que là, mes jeunes disent « Ah, c'est sec, hein? » Ou qu'ils disaient un commentaire comme « Ah, la soupe à ma grand-mère est meilleure. » Hein, vous voyez, là, juste là, je suis en train de le mimer. À ça, comme quelque chose d'impatiente, une partie de moi impatiente, une partie de moi irritée, tendue, puis déçue. Pourquoi? Ben, je me suis rendu compte que mon besoin d'estime de moi n'était pas répondu. Puis que j'avais l'attente que mes enfants, en me disant « Oh, wow, qu'il est succulent ton repas », que ça nourrisse mon besoin d'estime par rapport à ma contribution, ce que j'ai fait pour eux, pour moi, pour nous. Puis quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, et si à partir de maintenant, je me réapproprie mon besoin d'estime de moi, je m'en occupe parce que je suis responsable de mes besoins.
J'arrête d'attendre que ça vienne d'eux. Parce que peut-être qu'actuellement, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, demain, après-demain. Puis si ça arrive, bonus. Alors, me réapproprier mon besoin fait en sorte que je peux me faire des demandes. Je peux moi-même dire, OK, là, j'ai de la gratitude pour le souper que j'ai réalisé. Je prends un moment pour le vivre parce que ça me nourrit, parce que je prends soin de moi. Je me le donne en premier. Puis ensuite, si je voudrais faire une demande, puis c'est ça la communication bienveillante aussi, c'est de faire une demande claire par rapport à ce que je voudrais qu'il arrive pour que je vive plus mes besoins. Alors, par exemple, une demande que j'ai faite, c'est je leur ai dit, lorsque vous préparez le souper avec moi, je suis ouverte à entendre votre feedback ou votre rétroaction. Bon, là, j'ai des jeunes qui sont ados. Je suis ouverte à entendre tes commentaires sur mon repas ou sur notre repas parce qu'on le fait ensemble. Et lorsque c'est pas toi qui cuisines et que ton commentaire est négatif, je t'invite à me demander si je suis d'accord de l'entendre. Alors ça, c'est une demande réelle que j'ai faite pour respecter mes limites puis les exprimer. Bon, là, ici, j'ai un contexte où j'ai des plus grands. Alors, comment est-ce que ça peut s'appliquer autrement avec des plus jeunes? Est-ce que ça pourrait être un petit peu plus dans le jeu, de dire « Ah, fait que tu me dis ça, là, que toi, tu trouves qu'il y a beaucoup de poivre. Puis ça serait quoi? Un point positif sur le repas que tu apprécies. Moi, ça m'aiderait à avoir un petit peu de joie dans mon cœur. » Fait que de le dire autrement avec des mots qui peuvent comprendre et apprendre. Ouais. C'est de la transmission tellement. Oui, puis je me suis rendu compte que me dire « Ah, je ne dirais pas ces mots-là parce qu'ils ne les connaissent pas. » Au contraire, les jeunes tout petits, là, 3, 4, 5 ans, sont en apprentissage et le vocabulaire familial autour des émotions va devenir en fait des compétences qu'ils vont développer avec nous. Donc, pourquoi pas se donner la permission de parler d'émotions? Pourquoi pas? C'est bon pour eux, c'est bon pour soi. Puis j'aime bien quand tu dis c'est notre responsabilité finalement de répondre à nos propres besoins, de nous-mêmes satisfaire nos besoins plutôt que d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Déjà, si on se satisfait, si je reprends ton exemple, du fait que on a bien travaillé, que notre repas est à notre goût, que ça a l'air de ce que ça devrait avoir l'air, déjà, même si on entend par la suite un commentaire négatif de la part des enfants, on s'est déjà attribué un feedback positif, puis on dirait que ça adoucit un petit peu le reste, peut-être. Oui, tout à fait. De se l'offrir, de se nourrir, de remplir sa bonbonne d'oxygène ou son verre d'eau. C'est une façon de se nourrir, comme je disais, prendre responsabilité, puis au fond, d'être plus disponible pour donner ensuite. Puis là, je vais vous lire ma citation préférée. Pourquoi que c'est ma préférée? Parce qu'elle propose des repères clairs. C'est une citation de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente, qui dit « Nous avons besoin d'empathie pour donner de l'empathie. Lorsque nous percevons que nous sommes sur la défensive ou incapables de faire preuve d'empathie, » puis là, juste pour clarifier, faire preuve d'empathie, c'est être avec l'autre dans ce qu'il vit. Donc, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes incapables de faire preuve d'empathie ou d'être avec l'autre dans ce qu'il vit, nous avons besoin de arrêter, respirer. Respirer en mettant notre attention dans le corps pour s'accorder un instant de respiration et se donner de l'empathie. C'est-à-dire
que je mets mon attention sur ce que je vis, ce que je ressens, pour être avec moi. Nous exprimer non violemment, c'est le choix B. Ou c'est prendre un temps d'arrêt, peut-être plus long. Hein? Puis il peut vous arriver, chers parents, de proposer à vos jeunes d'avoir un temps pour se calmer. Eh bien, pourquoi pas de dire, OK, là, maman a besoin d'un temps, un time out ou un time in, un temps pour me calmer, pour retrouver mon calme. Parce que là, je ne suis pas calme. Donc, cette intégrité, en quelque part, ça permet de modéliser que c'est sain de prendre un temps d'arrêt pour, non pas s'en aller, mais se reconnecter avec soi-même. Donc, cette citation de Marshall Rosenberg, pour moi, elle donne des repères concrets que j'ai appliqués puis qui m'ont été d'un grand soutien. Puis peut-être qu'en m'écoutant, vous vous êtes posé la question, dire, ouais, mais là, quand il y en a 3 là, de 2, 4 puis 6 ans, là, puis que là, il y a un conflit entre eux, comment est-ce possible? Ça s'appelle de l'auto-empathie minute. Et la liste de sentiments sur le frigidaire peut aussi être d'un grand soutien. Donc, pour s'aider à trouver des mots, puis faire comme, OK, petit moment, puis avoir des repères, puis avoir, en tant que parent, ses propres outils. Donc, il y a des listes avec des mots, il y a des listes avec des images. Peut-être que vous avez déjà ces outils-là chez vous ou pas. Donc, juste là, de prendre un temps, puis identifier les émotions, puis par la suite, les partager si vous avez le goût avec les enfants. Parce que justement, la communication, c'est vraiment de transmettre aussi ce qu'on est en train de vivre présentement pour induire un changement éventuel. Oui, puis pour inspirer, pour être authentique, puis pour être un modèle. Parce que les enfants entre 0 et 6 ans apprennent par l'exemple. Donc, de modéliser la communication bienveillante en partant de soi va permettre par la suite d'aider aussi les jeunes à mettre des mots, en leur offrant des reflets empathiques, par exemple, en demandant, mais là, quand tu dis ça, là, que tu ne veux plus, est-ce que c'est parce que tu es tanné puis tu voudrais être tranquille? Est-ce que c'est ça? Puis là, l'enfant, il va nous le dire si c'est ça. Peut-être que c'est pas ça du tout. Mais ça se peut qu'ils disent, ouais, je suis tanné, là. Ça marche pas, il veut tout le temps décider, puis on veut même pas jouer au même jeu de la même façon. Bon, là, ça dépend de l'âge de l'enfant, évidemment, hein, comment il va répondre, puis ses capacités. Mais dans le fond, là, est-ce que toi, Laurie, dans ton expérience de mère, des enfants qui veulent chacun avoir raison, est-ce que c'est source de bienveillance entre eux? Pas tellement. Pas tellement. De 0 à 10, à combien sur 10 on vit ça de la bienveillance? Ça dépend. C'est ça, comme tu disais, il y a des moments propices et il y en a d'autres qui le sont moins, je pense. Mais je pense que, comme tu le dis, plus on fait preuve nous-mêmes d'empathie, plus on est en mesure de mettre des mots sur des situations et de ne pas s'arrêter au comportement qui est indésirable, bien, plus on leur donne des outils aussi pour qu'éventuellement ils soient en mesure de s'exprimer convenablement puis de répondre eux-mêmes à leurs besoins par le fait même. Ça, c'est certain. Est-ce que ça vous parle, messieurs, dames? Je vois qu'on a plusieurs personnes avec nous ce soir. C'est génial de vous voir avec nous. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir avec nous. Ça va me faire grand plaisir. Donc, tu me parlais justement de l'importance de prendre soin de soi, de se responsabiliser, de transmettre à nos enfants. Et justement, comment est-ce qu'on fait lorsque notre enfant lui-même est en débordement émotif?
Tu me disais de connecter avec l'autre, d'être en connexion, en lien avec l'autre lorsqu'il vit certaines émotions. Comment est-ce que concrètement tu pourrais nous expliquer de quelle manière est-ce qu'on se place du côté de l'enfant lorsqu'il est en grand débordement émotif, ce que j'ai vu régulièrement et ce que j'ai pu aussi expérimenter à plusieurs reprises avec mes propres enfants, ce qui va venir nous générer justement un influx d'informations et d'émotions en même temps. Bien, en fait, il y a différentes possibilités qui ont différents impacts. Puis j'aimerais vous dire, chers parents, c'est que c'est pas bien ou mal. Je suis persuadée que vous faites de votre mieux avec votre disponibilité puis vos capacités du moment. Puis tout est contexte, hein? C'est sûr que lorsqu'il y a du stress, lorsqu'il y a des conditions défavorables comme on vit tous présentement, lorsque, par exemple, vous n'avez pas eu le temps de dîner, puis que vous avez faim ou vous avez moins bien dormi, fait que toutes ces conditions favorables vont avoir de l'impact sur la manière d'être que vous allez vivre au moment où votre enfant exprime ses émotions. Donc, je vous invite d'abord à être doux puis douce envers vous-même, puis de vous rappeler que vous faites de votre mieux, puis que vous êtes bien intentionné. Pour ma part, il y a des moments où la meilleure intervention que j'ai pu faire, c'est rester en silence, puis accueillir mon enfant en silence. Sans essayer de le changer, son expérience du moment, parce que là, l'enfant, il vit une émotion, puis physiologiquement, le jeune enfant n'a pas la capacité de raisonner de façon logique lorsqu'il vit une émotion. L'émotion prend toute la place. Donc, lui permettre de la vivre, puis d'aller, comme je pourrais dire, jusqu'au bout de l'émotion, parce qu'il est en train d'exprimer quelque chose. C'est sa façon d'exprimer ce qu'il vit, en étant tout en apprentissage sur qu'est-ce que c'est ça, une émotion. Puis ça se peut qu'il y a des enfants qui le vivent avec plus d'intensité. Donc, de choisir d'être là, si vous êtes disponible, puis de l'accueillir. Dans mon expérience, quand j'ai fait ce choix-là, d'être là, sans juger son émotion, c'est là où ça a eu le plus d'impact, qui a fait en sorte que l'émotion, elle a fait... Puis pour ceux qui écoutent en audio, ça veut dire que l'émotion a permis un relâchement par la suite. L'apaisement a suivi. Puis souvenir que l'émotion est là parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas répondus. Ça se peut qu'en tant que parents, nous jouions à la devinette. C'est-à-dire que je ne sais pas c'est quoi son besoin. Je peux deviner. Puis je vérifie, je demande, est-ce que ça se peut que tu as besoin de... Ça se peut que si vous demandez ça à un 2 ans, là, puis que vous dites besoin de repos, ça se peut qu'ils disent non. C'est pas bien ou mal. Ça se peut que dans le fond, c'est ça quand même qu'il ait besoin. Mais qu'à ce moment-là, il a envie aussi de s'affirmer. Est-ce que ça se peut qu'il ait envie de s'exprimer, d'affirmer sa place en disant « Non, c'est pas ça! » Est-ce que ça se peut des 2 ans qui ont besoin d'affirmation, d'autonomie? C'est moi qui décide c'est quoi mon besoin. Ça se peut-tu que ça arrive par chez vous? Fait que de vivre de l'ouverture avec eux, de vivre de l'apprentissage avec eux. Est-ce que ça peut avoir un impact différent? Puis c'est vous qui aurez la réponse à force de faire des essais-erreurs. Dans mon expérience, de choisir l'ouverture, de choisir l'accueil,
de choisir d'être présente sans essayer de changer l'autre, ça se peut que ça ait un impact différent. Et de leur donner la possibilité de vivre leurs émotions. C'est-à-dire, tu as le droit d'être fâché, tu as le droit d'être en colère ou d'être triste par rapport à telle situation. C'est vrai que si j'étais à ta place, moi aussi, je serais en colère, moi aussi, je serais triste. Hein? Puis plutôt que de se braquer en disant, bon, mon père va me chicaner parce que là, j'ai une émotion, non, au contraire, on se place à ses côtés, puis on l'aide à s'exprimer. Puis souvent, comme tu dis, on voit vraiment une diminution des tensions assez incroyable grâce à ça. De par notre attitude, simplement. Puis ce qui est mystérieux à la fois, puis unique, c'est que pour ma part, en ayant 3 enfants, j'ai vu que c'était différent, leur façon préférée d'exprimer leurs émotions. Puis d'aller jusqu'au bout de ces émotions-là, puis qu'il y ait plus d'accueil. J'ai remarqué que pour l'une, c'était avec plus de silence, puis pour l'autre, c'était avec plus de proximité puis de toucher physique. Puis que pour l'autre, c'était avec plus d'humour puis de jeu. Donc, de s'adapter, d'être ouvert, que chacun, dans leur tempérament, sont différents. Il y en a pour qui s'exprimer, c'est plus simple. Puis pour d'autres, peut-être qu'ils vivent un petit peu plus de peur ou d'anxiété par rapport à s'exprimer, puis ça fait partie de l'apprentissage d'être en relation, puis de s'accueillir entre nous. Puis peut-être accepter que c'est le reflet de nous. Est-ce que vous avez remarqué que les comportements ou les réactions de vos enfants qui viennent vous chercher le plus, qui vous irritent ou qui vous déclenchent, c'est-à-dire qui vous mettent en situation où ça vient vous chercher dans vos tripes, c'est que c'est le reflet de vous-même, de façon directe ou indirecte. Vraiment. Fait que de ne pas se culpabiliser là-dedans, ça peut être un choix bienveillant. Puis de s'observer, de faire comme « Ah, regardons ça! » Surprise! Puis en fait, il n'y en a pas d'erreur. Il n'y a que des apprentissages, en ce sens que même si on l'a échappé à quelques reprises, ben, simplement d'en prendre conscience, puis de se dire que la prochaine fois, ben, je vais agir autrement, je vais tester telle façon de réagir pour pouvoir soit passer mon message, soit être plus à l'écoute de mon enfant pour être capable de passer d'y aller peut-être un peu plus dans la bienveillance, puis s'assurer de ne pas tomber dans nos anciennes habitudes, peut-être. Et se souvenir de qu'est-ce qui marche. Les fois où votre enfant vous a écouté, là, c'est quoi qui était différent? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a eu plus de complicité? Qu'est-ce qui fonctionne déjà? Qui apporte de la joie? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes plus calme? Fait que les fois ou les moments de la journée où vous avez été plus calme, que ça soit 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, ou plus, ou moins, c'est pas bien ou mal. Fait que les fois où vous avez été plus calme, qu'est-ce qui était différent qui a fait que c'était doux? Je vous invite à se poser ces questions-là aussi. Puis mettre votre attention là-dessus pour voir lequel de ces tâches-là ou lequel de ces situations-là pourrait reproduire ou je pourrais avoir le goût de mettre en place davantage pour le vivre, cette écoute, ce calme, cette douceur, cette complicité. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de parents qui nous écoutent qui sont bienveillants, qui sont curieux, qui aiment apprendre, qui font déjà plein d'approches, qui utilisent des outils pour accompagner leurs enfants avec bienveillance. Ouais. Peu importe l'âge.
Et parlant d'outils, de quelle manière nous conseillerais-tu de formuler nos messages, nos demandes pour s'assurer justement de ne pas tomber dans la culpabilisation, le blâme, la relation klaxon, c'est ça la communication klaxon, tu fais ci, tu fais ça. Justement pour s'assurer de rester dans la bienveillance malgré le fait qu'on soit un peu énervé. Là. Alors, effectivement, qu'en tant que parent, il peut y avoir des exigences. Puis en même temps, lorsque vous choisissez de faire des demandes claires, que ce soit pour exprimer une limite ou pour guider, accompagner votre enfant dans la prochaine transition, par exemple, c'est d'être concret, clair, puis que cette demande-là soit liée aux besoins. Qu'elle soit ouverte aussi, parce que ça se peut que je m'adapte. Par exemple, avez-vous remarqué que dire « ne cours pas » fait en sorte que l'enfant court? Avez-vous remarqué ça comme c'est fascinant? Le « ne pas », on dirait qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui fait que l'enfant, il entend « cours ». Puis là, je ne veux pas blâmer les enfants. Vous, là, je vous invite juste là, s'il vous plaît, ne pensez surtout pas à une porte rouge. Levez la main ceux qui ont pensé à une porte rouge. Elle avait une belle poignée en or. Bon. Donc, en positif, qu'est-ce que je voudrais que l'enfant fasse maintenant pour collaborer, pour contribuer? Puis pourquoi qu'on ferait ça? C'est quoi le sens de l'action ou de la demande que je lui fais? Donc, c'est sûr que tout est contexte, mais là, si par rapport à la routine du dodo, par exemple, que là, dans le fond, j'aurais envie qu'on puisse passer notre moment calme avant le dodo. Est-ce que tu serais d'accord de terminer ton jeu dans 2 minutes pour qu'on puisse, ensemble, aller se préparer en pyjama, brosser nos dents pour qu'on puisse lire l'histoire? J'aime ça, ce moment-là. On peut se coller. Donc là, j'ai dit, est-ce que tu serais d'accord? Puis je lui dis pourquoi que je veux ça, parce que j'ai envie qu'on vive du doux, puis la proximité. Moi, j'aime ça. Sûrement l'enfant aussi. Donc, concrètement, est-ce que tu serais d'accord que dans 2 minutes, le jeu soit terminé? Puis ça se peut que là, l'enfant, 2 minutes, là, on soit dans le flou. Donc, est-ce que par rapport à l'âge de l'enfant, je lui donne des repères? Puis là, je dis 2 minutes. Un time timer. Fait que c'est quoi les repères, la minuterie? À la fin de la chanson, ça a été un repère vraiment hyper concret par chez nous. Donc, à la fin de la chanson, le jeu sera terminé. Donc, selon l'âge de l'enfant, ses capacités aussi, parce qu'il y a des enfants qui ont différentes habiletés ou difficultés. Donc, en tenant compte de leur contexte, leur réalité, ce que vous faites déjà, dans le fond, j'invite à communiquer avec le plus de clarté possible ce qui est important pour vous de vivre, plutôt que ce que vous ne voulez pas. Parce que si l'enfant, je lui dis « arrête de », est-ce que c'est clair pour lui quel comportement il doit avoir? Avez-vous remarqué que lorsque vous dites à un enfant « calme-toi », l'enfant, il fait... Puis des fois, il fait ça comme ça à l'intérieur, mais que dans le fond, il ne sait pas comment se calmer. Voilà. Donc, est-ce que tu serais d'accord que juste là, on se calme ensemble en faisant 3 grandes respirations? Puis, dans mon expérience, je le faisais dans le mouvement avec les enfants. Puis là, on fait le mouvement de la respiration. Même si c'est pas le fun, on le fait parce que ça marche. Puis moi aussi, ça m'aide. On le fait ensemble. Juste là, je le fais, puis en même temps, ça m'étire les épaules.
Hein? Avez-vous parents en télétravail qui travaillent dans un bureau à des tensions dans vos épaules? Toi, Laurie, ça t'arrive-tu? Ça m'arrive, ça m'arrive. Puis oui, de pouvoir le faire par le mouvement, déjà, on vient de déconnecter un peu. On va se concentrer plus sur le corps que sur les sensations. Et déjà là, on est capable de prendre un petit peu plus de recul sur une situation. Fait que déjà, ça fait une différence. Puis en plus, on est dans le jeu, on est dans l'amusement avec l'enfant, puis assurément que ça fait une différence pour lui parce que de le faire tout seul versus de le faire avec son parent, il y a peut-être un avantage justement à le faire avec son parent. Puis il y a une certaine connexion qui se crée. Oui, on est en lien. C'est peut-être ça le sens de le faire. C'est donner de l'attention positive par rapport à ce que je veux vivre avec mon enfant. Peut-être pas le provoquer. Puis ça se peut que l'enfant, même là, il tente d'aller chercher l'attention négative parce que son besoin d'amour est si grand. Puis qu'il ne prend pas conscience qu'actuellement, il vit le lien. Fait que des fois, des mots qui vont dire quelque chose comme « Je suis là avec toi. Je t'écoute. Je le fais avec toi. On le fait ensemble. » Puis d'avoir ce contact-là visuel, un contact physique. Déposer la main sur l'épaule avec douceur. Ce sont toutes des actions que peut-être que vous faites déjà, qui peuvent avoir un impact dans le lien. Et ce sont des mots et des gestes puissants. Juste de l'entendre, on dirait « Oh, ça fait du bien! » Ouais! Alors, j'espère que vous appréciez tout ce que Caroline nous donne généreusement ce soir, justement par rapport à tout ce qui est empathie, communication bienveillante. N'hésitez pas à nous envoyer des petits cœurs si vous avez apprécié tout ce qui a été partagé ce soir. Déjà, on arrive à la fin de notre rendez-vous éclairant. Ça passe si vite. Et bien, tout en entendant Caroline, on s'est apaisé, je pense, puis on s'est permis de faire des apprentissages à travers tout ça. Et ce que je retiens à travers notre rencontre d'aujourd'hui, ça a été vraiment de faire preuve de bienveillance envers soi-même, d'être authentique par rapport à ce qu'on vit, d'être authentique et de l'exprimer en fait à nos enfants. Et à travers ça, on leur permet de eux-mêmes faire preuve d'empathie, eux-mêmes être en mesure de s'exprimer. Puis, ben, éventuellement, ben, ça nous permet de resserrer les liens qui nous unissent. C'est tout beau, c'est tout beau. Puis ce que je retiens surtout, c'est la pratique qui est importante. Donc, rentrons-nous-le dans le muscle, on va s'entraîner comme il faut, puis éventuellement, ça sortira aisément de plus en plus, puis on verra les bénéfices du point de vue de notre famille. Alors, Caroline, j'invite les gens, en fait, à te suivre sur tes réseaux. On les invite à se joindre à toi. De quelle façon? Oui, bien, en fait, pour ceux et celles qui sont curieux, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Dialogo Communiquer en relation. Vous pouvez aussi aller télécharger, puis je mettrai le lien à la fin du live. Il y a la liste des besoins. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici. C'est avec des mots. Donc, c'est davantage pour les adultes ou pour ceux qui savent lire. C'est sûr qu'il y a aussi des outils qui se font, qui sont plus visuels. Alors, ça ici, c'est une liste que vous pouvez avoir sur votre frigo, dans votre salle de bain, dans vos poches, pour vous soutenir à pratiquer le vocabulaire émotif, des sentiments et des besoins. Donc, je rajoute le lien pour que vous puissiez télécharger la liste gratuitement. Puis, ça vous donnera les infos vers mon site web si vous êtes curieux, curieuse d'en savoir plus sur les formations en ligne que je donne. Voilà, puis c'est ça, tu me disais tout à l'heure, avant de débuter notre rencontre, pardon, que tu avais des ateliers qui sont en ligne, qui sont accessibles aux parents en tout temps, puis qui peuvent aussi permettre à toute personne, en fait, qui est intéressée à la communication bienveillante, la communication non violente, à aller chercher des outils, tant pour eux que pour favoriser là, les relations harmonieuses avec les autres. Oui, et puis pour se soutenir dans l'apprentissage. Voilà. Alors, un gros merci à toi encore, Caroline. Merci d'avoir été parmi nous ce soir. Ça a été vraiment très enrichissant. Merci de ton invitation. Je suis vraiment contente d'avoir pu avoir l'opportunité de partager à la fois avec les parents puis avec toi ce moment-là pour soutenir les familles.
Un grand merci. Puis on a plein de belles personnes qui sont venues nous rejoindre, qui ont également partagé leur appréciation à travers la rencontre d'aujourd'hui. Donc, merci à vous, chers parents. Et puis, ben, je vais vous donner un rendez-vous lors du prochain rendez-vous éclairant le mois prochain. D'ici là, ben, portez-vous bien. Bonne fin de soirée. Merci. Bye.